Si la ville d'Orléans célèbre désormais le Nouvel An chinois, en laissant déambuler 2 dragons aimables à l'heure du couvre-feu, c'est sans nul doute pour flatter les touristes chinois qu'on espère voir venir en masse. Comme il est bon de ne pas perdre notre culture dans l'habituelle lessiveuse de la mondialisation, je brûle de l'envie de vous rafraîchir la mémoire par le truchement de ma langue châtemite. Tout comme nos dragons chinois de l'heure, les animaux fantasmagoriques surgissent toujours quand le pouvoir a besoin d'asseoir son autorité tout en chassant l'hydre du passé, la bête redoutable des cultes anciens. Dans l'Orléanais, le loup joua ce rôle à partir de 1130, avec l'ormeau-loup de la chapelle Saint-Mément, et revint régulièrement hanter les esprits à chaque période trouble de l'histoire. De là naquit la légende de la bête d'Orléans ou de Gilly. Mais revenons à nos petites bêtes à feu. Le dragon n'est certes pas un nouveau venu en bord de Loire. Il fait sa première apparition avérée face à la divinité gauloise Suchellos, dont le nom signifie celui qui frappe fort, représenté avec un long maillet à double tête qui possédait la vertu de tuer ou de ressusciter. Il porte également une hache, arme avec laquelle il alla tuer la Coulouvre, monstre effrayant qui terrorisait la Loire du Forez. On le trouve représenté dans l'église de Rosiers-Côte-d'Aurec, derrière l'autel, sur un chapiteau. Le serpent passe par sa bouche pour célébrer son exploit. C'est une divinité de la nature, protecteur des forêts, représenté vêtu d'une peau de loup. Il n'est jamais loin, celui-là aussi. À l'entrée de cette église, 2 loups sculptés sur des chapiteaux accueillent les fidèles dans cet édifice consacré à saint Blaise, qui dans la légende dorée était évêque en Arménie. Nous avons là une figure païenne recouverte d'un vertu chrétien. Suchellos, laissant la place à ce loup qui en breton se dit Blaise. Nous sommes là à la période celle qui précède largement l'arrivée des Romains. Suchellos est également représenté avec un tonneau autour du cou. Il est le patron des amateurs de bière dans l'Est et l'inventeur légendaire du tonneau. On ne prête qu'aux riches. Le dragon a connu avec la paix romaine une longue période d'inactivité. Un pouvoir fort n'a pas besoin de s'encabrer de fariboles issues d'une autre culture. Il impose la sienne sans coup férir, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est au départ des cohortes romaines que surgissent du passé les croyances et les légendes celtes. Clovis, qui va imposer sa domination sur le territoire, saisit le prétexte du catholicisme, auquel il vient de se convertir, pour régler son compte à la bête hideuse du paganisme. Le moine cénobite Mesme, en 511, précisément au moment du concile qui se tient dans la ville d'Orléans, va traverser la Loire, venant de l'abbaye de Missy, pour trucider le dragon de la grotte Bérère. Le miracle devant permettre la conversion de tous les Ligériens. Hélas, ceux-là sont rétifs encore. Il leur faut d'autres prodiges pour s'agenouiller devant le nouveau Dieu. Qu'à cela ne tienne. Clovis et ses conseillers en communication ne sont pas avares de prodiges.
En 520, Lifar, accompagné de son disciple Urbis, viennent vivre leur amour de Dieu en ermite du côté de Main-sur-Loire. Un monstre épouvantable, une couleuvre, tiens, elle surgit du passé celte, celle-là, sème la désolation entre Loire et Mauve. Dans un marais infect, ces deux anciens pensionnaires de l'abbaye de Missy, une institution remarquable, l'époque étant propice à la béatification, tuèrent le monstre en lui faisant avaler non pas une couleuvre, mais un bâton. Ils obtinrent eux aussi la récompense suprême. Cette belle promotion toucha 26 des 30 moines cénobites de l'abbaye de Missy. On s'interroge parfois sur les travers des quatre oubliés. Outre Eustache et Mesme, Avit, Théodomire, Doulchard, Lié, Frimbault, Urbis, Sénat, Amatre, Calais, Pavas, Viat, les deux Léonard, Rigomère, Lifar, Dié, Eucise, Almire, Eulphas, Romer, Hermé, Front, Gau et Brisset démontrèrent au peuple crédule la puissance d'une foi miraculeuse. Clovis n'en resta pas là, il fallait couvrir toute la région placée sous sa domination. Il envoya sa cousine Radegonde, qui, en 550, enfonça le clou de la croix. Une bête immonde s'était réfugiée dans les sous-sols du monastère Sainte-Croix en bord de Vienne. Un établissement réservé aux femmes, dirigé par la future sainte. Régulièrement, des sœurs disparaissaient quand elles descendaient dans les caves, là où étaient conservées leurs précieuses réserves. La matriarche de l'abbaye, sainte Radegonde, voulut mettre un terme à l'hécatombe. Elle constitua parmi les survivantes un groupe de sœurs courageuses. Elles bénirent du s'emparèrent de cierges, descendirent l'escalier sinueux qui s'enfonçait dans les profondeurs terrestres. Une atmosphère malsaine régnait dans les entrailles de l'abbaye. Portées par leur foi, chantant des psaumes, les nonnes allaient vers leur destin. Les moinesses se placèrent toutes derrière la sainte qui ne vacillait pas. La créature hideuse apparut alors devant Radegonde. Le monstre se dressa de toute sa hauteur et ouvrit grand la gueule pour dévoiler une rangée de dents acérées et longues d'une coudée chacune. La sainte traça un signe de croix sur le pain qu'elle lança par petits morceaux au monstre. La créature le mangea et mourut alors dans d'affreuses souffrances, avant de disparaître en fumée en lançant un cri de douleur si aigu que les murs de l'abbaye tremblèrent. La région n'en avait pas assez. Les païens ne sont pas faciles à convaincre. Il fallut encore sortir du chapeau à sornettes un nouveau dragon dans le Marais Noir, là où à l'époque la Loire se perdait en d'innombrables broies avant de se jeter dans l'océan. Un autre Lifar, avec un Y celui-ci, s'opposa dans le même siècle à un dragon qui s'était spécialisé dans la bergère vierge de son état. La terreur régnait dans toute la contrée, si bien que hommes, femmes, enfants abandonnèrent leur gîte pour fuir le monstre sanguinaire à la gueule de feu et aux yeux de braise. Afin d'obtenir un simulacre de paix, la population se voit contrainte d'accepter les conditions épouvantables du dragon. Chaque année, il faut lui offrir une jeune fille vierge pour qu'il s'en repaisse. Un jour, un ermite affronte la bête démoniaque des marais de la Brière. Il lève son épée d'un geste violent, manque le monstre et fend une énorme pierre. Il frappe une seconde fois, la lame étincelante cette fois tranche la tête hideuse du dragon. Aujourd'hui encore, la célèbre pierre fendue est visible au lieu dit la butte de Bombardant.
La liste des saints soroctones, ceux qui tuent la bête, monstrueuse, en bord de Loire, est assez fournie en plus de ceux déjà cités. Saint Mauronce débarrassa Saint-Florent-le-Viel en Anjou d'un dragon monstrueux, ça va de soi. Saint Florent élimina le dragon de Saumur. Saint Béaoubier, le bienheureux, tua le dragon de Vendôme au bord du Loire. Saint Dié tua le dragon de Saint-Dié-sur-Loire. Saint Vrain ou Véran vint à bout du dragon de Jargeau, le Jargolium ou Gargolium. Si la concentration des dragons est étonnante dans le Val d'Orléans, qui s'étend en amont et en aval de la cité joannique, de la ville de Jargeau à celle de Beaugency, elle n'est pas spécifique à la Loire. Nous trouvons des légendes de dragons le long de nombreux cours d'eau d'Europe. Le monstre et la rivière ont une analogie de forme, de mystère et de terreur. Ajoutons encore 2 des 3 saints qui soufflent des voix à la pucelle d'Orléans, à savoir l'archange Saint-Michel qui combattit le dragon de l'Apocalypse, et sainte Marguerite d'Antioche dont la légende raconte qu'elle est sortie indemne du ventre du dragon qui l'avait engloutie. Quant à sainte Catherine d'Alexandrie qui sursure à l'oreille de Jeanne à Don Rémy, elle n'a pas de relation attestée avec le dragon même si la pauvre Jeanne finit sur le bûcher. Orléans n'a donc pas besoin d'aller quérir le dragon chinois pour célébrer un animal mythique totalement ancré dans notre histoire locale. D'autant plus que dès le Moyen-Âge, à l'abbaye de Fleury, Saint-Benoît-sur-Loire, il y avait 3 fois l'année, Rameau, Samedi Saint et Ascension, une procession précédée de l'effigie d'un dragon ailé porté au bout d'une perche. Mais ne chinoisons pas. Ceci n'est sans doute que le fruit du hasard.